Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui donne la parole aux vrais gens. Comme chaque mois, avec le député Stéphane Ablot, nous vous proposons une discussion ouverte sur un grand sujet de société. Et ce soir, nos invités, aussi différents soient-ils, ont tous un point commun. Le sport est au cœur de leur vie sociale et professionnelle. Autant de preuves vivantes qui nous montrent que le sport permet d'être acteur ou actrice de son propre parcours. En 10 ans, la moyenne du nombre d'emplois dans la branche sport a augmenté de plus de 7%. Cela représente près de 200 000 salariés en France, dont 12 000 emplois rien que dans la région Grand Est. Alors, au-delà des quelques sportifs de haut niveau très médiatisés, l'économie du sport favorise-t-elle l'insertion professionnelle? Est-ce que le sport peut réellement participer à la réussite individuelle et collective? Comment le sport peut-il être source d'évolution? Et a-t-il le moyen de lutter contre toutes les formes d'exclusion sociale? Autant de questions auxquelles vous, invités, allez pouvoir apporter ce soir vos éléments de réponse. Alors pour commencer ce grand échange citoyen, j'ai le plaisir de donner la parole à Stéphane Ablot, député de Meurthe-et-Moselle. C'est le mot du député. Déjà, un grand merci à tous d'être venus, parce que c'est celles et ceux qui pratiquent le sport, qui le connaissent mieux que nous. C'est effectivement un sujet qui est fondamental. Moi, je ne vais pas parler longtemps, c'est vous qui devrez prendre la parole après, parce qu'on a besoin de vous entendre, mais simplement pour introduire le sujet, je vais un peu donner mon sentiment. Le sport a vécu une mutation, un bouleversement énorme ces dernières années. Nous, on l'a vu, j'en profite pour saluer Abdel Chari qui nous prend en photo, qui est l'adjoint au sport et à l'économie. Il y a un rapport entre les deux, justement, c'est le sujet. C'est que le sport n'est plus cloisonné comme à une époque. Les métiers du sport sont importants et c'est des métiers qui sont effectivement en perpétuel renouvellement, évolution. Et on se rend compte que le sport est central parce qu'il occupe une place vitale. Et maintenant, la vie, elle est autour du sport. Le sport est partout. On peut aider des personnes âgées à se maintenir chez elles à domicile avec quelques gestes. On peut apporter un bien-être sur le plan individuel et collectif. Alors on le fait de manière professionnelle ou on peut le faire de manière amateur. Mais le sport est au milieu de la société. Je veux dire, un monde sans sport ne peut plus exister. Des jeunes qui font du judo, qui font du tennis, du ping-pong, toutes sortes d'activités, ces clubs-là sont aussi en perpétuelle évolution. D'ailleurs, vous prendrez la parole pour expliquer ce que vous vivez, parce qu'il n'y a pas plus spécialistes que ceux qui sont les praticiens. Et c'est vous qui pouvez en parler mieux que nous. Et donc, nous, on a besoin d'avoir vos remontées, là où vous avez des besoins, là où il y a encore des difficultés, pour pouvoir aussi faire des lois, pour pouvoir apporter des moyens, pour voir comment développer des partenariats. Alors, c'est pas la mairie ou les collectivités qui règlent tout, mais en tout cas, les bénévoles, parce que les bénévoles dans les équipes sont vraiment quelque chose d'important. Sans les bénévoles, il y a des chiffres qui le montrent, on serait rien du tout. Et puis, il y a aussi ceux qui encadrent, ceux qui interviennent, les professionnels. Donc, tout ça, c'est à vous, après, de l'exprimer et de voir dans quelle mesure les activités sportives peuvent contribuer justement à bien trouver sa place dans la société et puis dans son travail et dans son épanouissement, que ce soit individuellement ou collectivement. Et travailler en équipe, ça s'apprend dans le sport. J'ai longtemps pratiqué le foot quand j'étais petit. Si j'avais pas pratiqué le foot, jamais j'aurais pensé un jour à travailler avec les autres, à passer la balle. On m'apprenait à passer la balle, à anticiper, etc. C'est des notions incroyables, quoi. Je veux dire, quand on est gamin, on a ça après dans notre ADN, et on le retrouve après dans la vie, et ça vous apprend beaucoup, quoi, voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, Charlotte. Non, c'est très bien. Je m'en excuse, non. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, on a le plaisir ce soir d'accueillir Amadou Keïta. Bonsoir, Amadou. Bonsoir. Amadou, tu es fondateur de l'Académie Grand Est. Et on a aussi, autour de cette première table ronde, Amélie Nico. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Amélie. Tu es étudiante sportive de haut niveau, championne de canoë-kayak. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous les deux. Et je vous laisse ouvrir le bal ce soir. Est-ce que pour commencer, par exemple, Amadou, tu peux nous parler un petit peu de l'académie que tu as fondée, qui tourne autour du basket et de la pédagogie? À la fin de ma carrière, j'ai voulu transmettre un peu ce que j'ai pu moi vivre en tant que basketteur professionnel, puisque pendant presque 20 ans, j'ai touché la balle tous les jours, presque même 2 fois par jour. Le corps s'use un petit peu quand même. Donc j'ai un peu calqué la formation que j'ai pu avoir en tant que sport-études. C'est-à-dire que j'allais à l'école la journée et le soir, je m'entraînais dans la région parisienne. Et ce qui m'a permis de devenir professionnel. Donc, j'ai créé une structure privée qui permet aux jeunes de s'entraîner tous les soirs
et en même temps suivre leur scolarité. J'héberge 14 jeunes à l'année qui sont à temps plein, on va dire basketteurs et étudiants. Et ils vont dans les lycées, donc ça couvre l'UNSS, ça couvre aussi la fédération, puisque les joueurs sont aussi inscrits dans un club qui s'appelle le Punch Nancy Basket. Donc ça permet d'avoir toute cette structure qui encadre les jeunes. Et c'est intéressant de dire en termes de mixité, c'est que dans l'hébergement, j'ai des joueurs qui viennent de la Moselle, qui viennent de la Guyane, qui viennent de la Guadeloupe, qui viennent du Cameroun, du Luxembourg. Donc ça permet d'apprendre à vivre ensemble. Ça, c'est très important pour moi, parce que, bon, je ne vais pas être pessimiste, mais il y a quand même un faible pourcentage qui arrive à être professionnel. Donc il est important qu'il y ait d'autres valeurs que simplement devenir professionnel. Et c'est le vivre ensemble, c'est l'esprit de cohésion, c'est, comme disait Monsieur Ablot, c'est savoir se passer la balle, savoir vivre ensemble. Ça, c'est le plus important. Et c'est là où il faut beaucoup travailler. On ne peut pas tous devenir professionnels dans le sport. C'est ce qui m'a beaucoup intéressée dans le parcours d'Amélie, qui donc est étudiante, qui est sportive au niveau, championne de France. Exactement. C'est ça? Oui. Le canoë-kayak, je sais que j'en gagnerai pas ma vie et que c'est pas assez reconnu au niveau national. Mais pourtant, je sais que c'est la voie qui me plaît et je sais que pour le moment, ça prime dans ma vie. Donc, je me vois pas arrêter pour travailler pour le moment. Il y a un lien aussi entre vous deux, c'est que... Je suis pas canoë-kayak, moi. Oui. Ah bon? C'est que toi, tu accompagnes les jeunes pour leur permettre de monter en performance, entre autres. Et toi, tu es de l'autre côté de la barrière, tu es étudiante et tu suis à la fois donc, tes études et tes compétitions de canoë. Je pense qu'en premier, il faut donner l'exemple. Le plus important, c'est qu'ils aient un repère. Il y a vraiment besoin de mettre beaucoup de discipline dans le travail. Je pense qu'il y a toute cette éducation à avoir en disant attention, arrêtez de vivre dans du rêve. Et ça, c'est mon plus grand rôle au quotidien. C'est attention, pour y arriver, il faut travailler. Et surtout, même si vous n'êtes pas professionnel, pour arriver à faire quelque chose, il faut mettre de la discipline. Dans les entreprises, je pense qu'on aime bien les sportifs, surtout les sportifs qui ont fait une carrière, parce qu'ils ont en général cette discipline et cette envie de réussir. Amélie, est-ce que ça t'a apporté ce type de compétences, le fait de pratiquer une discipline sportive à haut niveau? Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense que c'est une réelle chance de pouvoir avoir ces compétences-là. Le fait de toujours aller au bout de ce qu'on fait et de toujours se donner à 100% dans chacune des tâches qu'on accomplit tous les jours. La détermination, la persévérance, c'est des choses que tu transmets aussi, Amadou? Oui, c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est que voilà, on peut pas réussir, si c'était facile, tout le monde y arriverait. Donc il y a forcément un plus à donner, et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va pas réussir. Comment il va aborder les choses, la persévérance qu'il va avoir, mais aussi, il faut pas oublier le plaisir, parce qu'avant tout, le sport, c'est un plaisir. Et si on n'a pas du plaisir quand on joue, ou quand on fait du kayak, bon, même si l'eau est froide, mais si on n'a pas du plaisir quand on fait la discipline, je pense qu'on ne peut pas y arriver. D'abord, ça part d'une passion. La passion, elle doit être là. Moi, je sais que si j'avais pas encore cette petite étincelle, je n'irais pas entraîner des jeunes, je ferais autre chose. Donc moi, j'ai vraiment envie de continuer à être dans le basket. Je peux plus vraiment courir très vite et sauter très haut, mais au moins, je peux quand même donner des indications techniques et puis orienter les jeunes comme il le faut. Après, des fois, on fait des erreurs, c'est normal, mais le plus important, c'est de le faire avec passion pour moi. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu as été pro, mais derrière, tu as fait plein de choses. C'est-à-dire, là, tu es agent du capitaine de l'équipe du SLUC. Oui, j'ai commencé ma reconversion d'abord par plutôt orienter les jeunes plus que les entraîner, plutôt les orienter dans leur carrière pour leur donner des conseils. Mon défi, c'est de pouvoir prendre un jeune qui ne connaît pas encore le haut niveau, qui n'est pas encore performant, et l'emmener au plus haut. Parce qu'Anthony Labanca, je le connais depuis qu'il a 16 ans. Donc ça fait presque maintenant, je ne vais pas dire 94, donc il a 30 ans. Ouais, ça fait presque 15 ans déjà que je suis son agent. Et donc il a eu qu'un seul agent du début à la fin. Pour moi, c'est une grande fierté de l'emmener jusqu'où il est là. Parce qu'actuellement, c'est une des pièces maîtresses du SLUC, c'est le capitaine. Et pour moi, c'est vraiment une fierté. C'est la mode de changer d'agent 10 fois dans la carrière et de rester toujours avec le même, malgré les hauts débats, parce qu'il y a eu débat, c'est pas facile. Mais les moments de doute, il les a pas remis sur le fait que pas bon agent, pas tout. Voilà, il faut apprendre des erreurs et ça, c'est très important. Et Amélie, le fait, toi, de fréquenter le milieu du canoë-kayak, est-ce que ça t'a apporté des choses au niveau social, professionnel? Oui, alors j'ai eu plein de portes pour mon futur.
Là récemment, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir, la fédération m'a proposé de faire mon stage de communication justement dans le domaine de l'événementiel également, donc auprès de la fédération. Donc ça c'était une vraie chance et aussi du coup depuis toute petite je fais des stages avec plein de gens de l'équipe de France, donc qui viennent des 4 côtés de la France et du coup ça permet d'échanger entre nous et c'est comme ça que on sait un vrai qu'on découvre des nouvelles propositions qu'on peut avoir pour le futur. En quoi, selon vous, la pratique du sport, que ce soit en haut niveau ou en tant qu'amateur, peut permettre de trouver sa place dans la société? Moi, personnellement, je sais que quand j'étais petite, j'étais pas forcément à l'aise avec mon gabarit. Je sais que le fait de me défouler et de sortir complètement de ce contexte de le monde scolaire, d'être toujours carré et tout ça, et de pouvoir m'évader comme je voulais, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis de me libérer et d'avoir plus de facilité après dans certains domaines. Et de gagner en confiance en soi, toi. Complètement. Le sport, ça permet de mieux se sentir, de mieux s'intégrer, mais après, je pense que c'est pas suffisant parce que autant on peut se sentir bien dans sa peau, dans son corps, mais on n'a pas forcément les clés pour bien se connaître. Est-ce qu'il n'y a pas des psychologues du sport qui existent? Ça existe, non? Oui. Il y a une première étape qui consiste à se sentir bien parce qu'on se maîtrise, mais on n'a pas la clé de soi-même. Je crois qu'il faut aussi après avoir peut-être un accompagnement, connaître sa personne, ses failles, et après ne plus avoir recours au sport uniquement comme un moyen de s'oublier, mais enfin en même temps il faut s'accepter. Jean-François, tu voulais réagir sur cette Oui, question. En quoi ça permet le sport de trouver sa place peut-être dans la société? Le sport, selon moi, permet de se construire des compétences sociales, puisqu'on est constamment en relation, interaction avec d'autres. Donc ça nous permet sur les sports individuels de se connaître soi-même, mais on ne fait rien tout seul. Donc forcément, dans notre pratique, individuelle ou collective, on côtoie d'autres personnes, on développe des capacités d'engagement, d'investissement, de rigueur, de se fixer des objectifs donc qu'on va transférer après dans la vie sociale. Moi, la pratique d'un sport co m'a permis d'exploiter mon potentiel. Bon, j'étais pas coincé non plus, je veux pas, mais de m'exprimer. Non, je pense que ça devra changer. De m'exprimer avec les autres. Et ça, moi, c'est mon moteur. Moi, c'est ce qui m'a permis, en tous les cas, de mener la vie professionnelle que je voulais mener. Donc, je suis chanceux, parce que j'ai toujours entretenu, cultivé, développé, j'espère, en tous les cas, ces compétences sociales que le sport m'a apporté. D'ailleurs, dans les recrutements, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, Amadou, les recruteurs de plus en plus délaissent un peu les CV avec les compétences, on va dire, professionnelles et attachent beaucoup plus d'importance aux compétences sociales. Et le sport, à mon avis, est le meilleur vecteur pour construire ces compétences. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Quelles sont les difficultés, les problématiques que vous rencontrez chacun dans vos disciplines? Le plus dur, c'est de se lever matin à 7 heures pour monter sur l'eau quand il neige ou quand il fait froid. Bravo. Mais non, ce qui est dur dans la vie de tous les jours, c'est que quand on a un groupe d'une dizaine de filles à être sur l'eau ensemble et que 2 semaines plus tard, on va se retrouver en compétition contre, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile l'entraînement. Des fois, ça se tire la bourre, savoir qui va être devant et tout ça. Et d'accepter aussi d'être moins forte sur une séance. Donc ouais, c'est vrai que faut mettre son ego de côté et c'est pas tout le temps facile. Et puis par rapport à ce qu'on a dit juste avant, il y a vraiment beaucoup de métiers qui se développent actuellement autour de la préparation mentale, des coachs individuels pour accompagner. On oublie un petit peu le plus gros frein qu'il peut y avoir entre ce qu'on peut rêver de faire et ce qu'on va faire exactement. C'est-à-dire, pour être concret, se dire qu'on va commencer à s'entraîner et devenir professionnel, déjà, c'est compliqué. Il faut d'abord passer les étapes et je crois que c'est ça qui est le plus important, savoir, on va dire, pas s'évaluer, mais s'auto-évaluer. Alors, on a le plaisir de faire circuler la parole avec 3 nouveaux invités autour de la table. Arthur Erhardt, qui est donc coach sportif, entrepreneur, qui s'est mis à son compte tout récemment. Chloé, qui a un emploi dans le sport assez original, dont on ne parle pas souvent. Chloé est masseuse de sportifs professionnels. Alors, ça doit être sympa pour les yeux aussi. Absolument. Paolo Del Vecchio, qui a créé son propre job
et notamment son propre personnage. Toi, il y a quelque chose déjà qui m'a beaucoup amusé dans ton histoire, c'est que tu es passionné de football depuis tout petit, alors que tu n'en as jamais fait. Oui, exactement. Étant petit, je faisais beaucoup de musique, j'étais au conservatoire. Ensuite, mon sport, ça a été le karting, donc c'était un sport individuel. Mais c'est vrai que le foot, étant donné que je viens d'une famille italienne, ça a toujours fait partie, on va dire, du décor. Mon grand-père, quand j'allais chez lui, j'avais tout le temps la Gazzetta dello Sport sur la table du salon. Le foot était présent à la fois dans les débats aussi entre mon grand-père interista et mon père juventino. Enfin, voilà. Donc effectivement, passionné de foot depuis petit et c'est resté ensuite dans ma pratique artistique. Chloé, toi, tu as aussi un parcours assez hallucinant, très, très atypique, et tu as pratiqué plein de disciplines sportives différentes. Comment tu t'es dit, je vais être masseuse de sportifs professionnels? Je me disais pas ça du tout au début. Non, j'ai un parcours en psychologie et en médecine, et après j'ai fait les études nécessaires pour obtenir un bachelor en naturopathie de base scientifique. Étant sportive depuis toute jeune, je suis aussi ex-gymnaste. C'est un domaine, le sport, où je me sens à l'aise, où je me sens bien. Puis j'ai une maman aussi qui a été un modèle pour moi parce que elle s'est battue pour pouvoir avoir aussi sa carrière sportive. Donc j'ai eu besoin dans mon métier en fait de mélanger l'aspect psychologique, l'aspect médical et très physiologique, biologique du corps humain. Et du coup, je me suis dit autant mettre à profit des connaissances que j'ai dans un domaine que je connais qui est le sport. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri dans ce domaine-là en tant que masseuse naturopathe pour les sportifs. De haut niveau de préférence, c'est ma cible principale, mais aussi faire évoluer les clubs locaux, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Aussi travailler avec les handisports, parce que je vais bientôt faire partie de la délégation sportive de Côte d'Ivoire avec Oumar Koné comme président. Arthur, Oui, toi donc tu t'es mis à ton compte, c'est ça. tu démarres la vie active directement en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est ça. Et comment se passe l'expérience alors en tant que coach? Ça se passe plutôt bien. Alors au début, un petit peu de difficulté. Et là, sur ce dernier mois, là, ça marche plutôt bien. Ça commence à bien tourner, donc ça progresse. Très bien. Et toi, tu as un parcours 100% sport. Voilà, c'est ça. J'ai démarré le sport depuis mon plus jeune âge, à l'âge de 5 ans. Donc je fais du foot encore actuellement. Et depuis quelques années maintenant aussi, je fais pas mal de trail, notamment d'ultra trail. Donc j'adore vraiment tout ce qui est nature, etc. Après mon baccalauréat, j'ai décidé de partir en études dans le sport. Donc de faire une licence à la faculté de sciences à Nancy. Et suite à ça, j'ai refait un BPGEPS et maintenant je me suis lancé. Voilà. Super. Paolo, alors j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste ton personnage d'artiste footballeur. J'ai commencé à travailler sur, disons, à travers le football, parce que c'est pas vraiment sur le football que ma pratique artistique se porte. J'ai beaucoup de questionnements liés à la construction de sa propre identité à travers différentes sphères. Je m'intéresse beaucoup aux migrations, aux diasporas, au langage, à qu'est-ce qui peut se passer après une immigration sur les générations suivantes. Je m'intéresse aussi aux économies, l'économie du sport, l'économie de l'art. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets qui m'intéressent dans ma pratique d'artiste. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans le foot un monde qui permet d'aborder quasiment toutes ces questions-là. Et donc j'ai commencé à m'y pencher pendant mes études. Et donc j'ai été diplômé de l'école d'art de Metz en 2018. Et à partir de ce moment-là, mon but principal a été d'entrer en résidence artistique dans un club de football, chose qui ne s'est jamais fait, je crois, au monde, en tout cas pour un artiste plasticien. J'ai vraiment beaucoup bataillé pour réussir à créer ce projet-là. Et ça a pu se faire notamment grâce aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et surtout au dispositif Olympiade culturelle. Donc le projet artiste footballeur, comme je l'ai construit, donc en résidence dans un club professionnel, et là en l'occurrence au FC Metz, a été labellisé par Paris 2024 et donc subventionné aussi par le ministère de la Culture. Et c'est comme ça que ça s'est débloqué et que j'ai vraiment pu accéder au cœur du réacteur d'un club de football professionnel. Et en plus, j'ai eu de la chance, c'était au moment où le FC Metz était en Ligue 1. Ça m'a vraiment permis d'explorer, on va dire, énormément de couches de ce qui peut composer un club, du centre de formation aux supporters, aux joueurs professionnels, aux joueuses professionnelles, ce qui est encore deux mondes différents.
Et donc voilà, ça a été une chance immense de pouvoir faire ce projet-là. En quoi est-ce que la pratique du sport ou de travailler dans le milieu du sport peut-il nous permettre de mieux nous construire en tant qu'individu, d'affiner notre identité? En quoi est-ce que ça a participé à votre construction personnelle? Bah, c'est vrai que moi, par exemple, comme je suis à mon compte, justement, bah, je découvre beaucoup de gens différents. Ça me permet de construire bah, plein de relations, de discuter, d'échanger avec eux. Donc forcément aussi, de moi, d'une part, me construire, d'avoir plein de relations et voilà, d'évoluer aussi de mon côté. Je me sers un petit peu des gens, entre guillemets, pour évoluer aussi personnellement. Voilà. Sans t'en rendre compte, Voilà, tu dois ouais. aussi leur apporter quelque chose. Oui, Ça bien marche sûr, dans les- c'est ça. dans les Mais deux eux sens. aussi, finalement, ils m'apportent des choses sans même qu'ils s'en rendent compte peut-être aussi. Du coup. Est-ce que c'est le sport en lui-même ou est-ce que c'est l'aspect social que nous apporte le sport véritablement? Pour ma part, le développement de ma personne se fait parce que je mets les pieds un peu partout et dans des environnements qui sont complètement différents. Ici, on aura plus de la compétition et de l'ego, si je peux dire ça. Et dans un monde un peu plus artistique, on aura plus la sensualité et la douceur. Donc en fait, du coup, ça me permet de développer et ma force mentale, physique et même une analyse fine de l'individu. Parce que quand on peut basculer d'un monde à l'autre sans trop de difficultés, c'est aussi parce qu'on a côtoyé ces mondes-là. Et peu importe l'âge qu'on a, en fait, c'est l'expérience qu'on aura accumulée fera la personne qu'on sera. Mais je pense qu'il y a une notion très importante, c'est le challenge qui est présent dans le sport et dans l'art, et la limite qui est aussi présente dans le sport et dans l'art. C'est-à-dire qu'on est constamment à la recherche du meilleur, du 100%, du 101%, quitte à côtoyer les blessures. Enfin, il y a cette notion-là, je pense, qui est très importante dans le fait de se connaître et de se construire. C'est-à-dire que en allant toucher les limites et les dépasser, forcément, on se connaît mieux et ça nous permet certainement de savoir mieux nous positionner aussi dans ce qu'on veut être et dans ce qu'on veut faire. Dans l'art comme dans le sport, c'est très, très, très difficile de devenir professionnel. J'écoutais Amélie tout à l'heure qui disait même si je suis pas rémunéré, je vais continuer ma pratique parce que c'est en moi et c'est ce qui me constitue. Et c'est un petit peu pareil dans l'art aussi, c'est-à-dire qu'un artiste vit aussi des hauts et des bas économiquement parlant. Donc on peut vendre une œuvre, c'est très bien, et puis ensuite pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, avoir aucun revenu, mais on a le feu en nous, on a la foi, et je pense que ces deux mondes qui connaissent l'extrême limite. Quelqu'un a envie de réagir aussi là-dessus, sur la construction de soi à travers le sport ou le milieu sportif? Oui, Abbas? Ouais. Moi, je me suis construit depuis toujours, en fait, finalement, grâce au foot et encore aujourd'hui, en tant que papa, en tant qu'entraîneur, en tant qu'homme, on se construit via les expériences qu'on a vécues, que ce soit dans les vestiaires, avec les différents publics qu'on a eus, avec les différentes situations qu'on a rencontrées. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, le foot a une grande place parce que on cherche tous les jours à se former, à s'améliorer, mais finalement, on est là pour les autres, mais on est là surtout nous pour nous construire. On le fait parce que c'est notre passion, ça nous fait vivre. Et si, par exemple, tu n'avais pas évolué dans le monde sportif, est-ce que tu penses que tu aurais été un individu différent? Complètement, étant quelqu'un de discret, étant quelqu'un de timide, je dirais même. Depuis toujours, on m'a dit il est différent quand il est sur le terrain. En tant qu'entraîneur, j'ai appris la sens de responsabilité. Voilà, je sais que j'amène du monde avec moi. Et cette responsabilité-là, je pense que nous pousse des fois à être à l'aise avec nous-mêmes. Et ça, c'est grâce au foot. On prend les choses en main. Il y a toujours des personnes qui sont là, qui nous suivent, et d'autres personnes qui sont un peu plus terribles. Mais on est toujours là dans ce rôle d'accompagner certains. Et naturellement, finalement, c'est cette connexion-là qui est j'ai envie de dire, ça coule de source. Mais c'est quand même pour moi une façon de m'améliorer et d'être ce que j'ai envie d'être. C'est intéressant, tous ces mots, toutes ces notions qui sortent. On parle de connexion, de responsabilité, de challenge, de limite. Et on se rend compte vraiment de la richesse du sport. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer là-dessus? Maxime. C'est dans ma vie. Si dans ma vie, j'avais pas eu le sport, tu serais pas là.
moi à ma aide. Très haut. Même. Oui, les gens n'y parlent pas trop. Le sport, en l'occurrence le parachutisme, ça te permet d'exister, c'est une raison d'être, c'est une raison de vivre, c'est un truc. Maxime, que je connais puisque ça a été le major d'une promotion en licence de management du sport, et ça c'était pas cadeau, il l'a mérité. Au-delà de la pratique du parachutisme, Maxime, il a fait de l'escalade, il a fait du cheval, il a fait du ski. J'en ai oublié peut-être encore. Il fait de la danse. De la danse, exactement. Donc, vous voyez, pour quelqu'un qui est en situation de handicap, lourd, il a toute sa tête, il a une réflexion qui est impressionnante et il ose s'investir dans des activités à risque, des activités artistiques, et ça, chapeau bas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo. Bravo Maxime, vraiment. On parle d'inclusion, sans en parler. Là, on va mettre le mot dessus et je m'adresse à Chloé, qui est une des rares femmes participantes ce soir. Comment tu as fait pour intégrer ce milieu-là en tant que femme, sachant que tu travailles avec des sportifs de très haut niveau? Je dirais tout d'abord que j'ai un sacré caractère. Je me laisse pas marcher dessus. La moindre déconvenue, je me permets d'intervenir dessus pour que les choses soient claires avec tout le monde. Je pense que c'est une de mes forces parce que si on ne s'impose pas, on n'existera pas de toute façon. Qu'on soit homme ou femme, c'est la même chose pour tout le monde. Je veux dire, on est tous humains. Il faut surtout pas se laisser impressionner parce que quand on a appris aussi à comprendre les gens, à comprendre comment ils fonctionnent, en un regard, c'est très facile de savoir. Je cite aussi une phrase que tu m'as dit en préparant l'émission que j'ai adorée. En tant que femme, il faut pas avoir peur d'y mettre les cornes. Ouais, c'est vrai. Ben oui, parce que c'est imagé, c'est clair, mais avec douceur et compréhension de la personne qu'on a en face, parce que les corps ne seront pas les mêmes en fonction du profil de personne qu'on a en face de soi. Donc il faut s'adapter constamment, et c'est là où l'analyse fine de la psychologie fine, si tu veux, de l'humain est très important, et ça m'a servi, mais absolument dans tout domaine. Quand on nous regarde de manière condescendante parce qu'on a 24 ans et qu'on est un petit bout de femme, et bah, t'inquiète que le petit bout de femme, si tu veux, elle te montre ce qu'elle sait faire, et puis tu verras après. Et puis c'est généralement, une fois qu'ils connaissent comment je fonctionne et comment je travaille, ils veulent plus me lâcher. Mais c'est vrai qu'il faut passer au-delà des a priori. Et en fait, c'est souvent les hommes qui pensent qu'ils sont très forts et inébranlables. En fait, c'est eux qui tombent les premiers. Donc c'est vraiment drôle à voir. Ne vous mettez pas sur le chemin de Chloé parce que... Non mais c'est marrant. Moi je rigole de ça. Donc quand on parle d'inclusion, on parle de différence aussi. Bien sûr. Toi, Paolo, qui étudie l'hybridité entre la société et le sport, et particulièrement le foot, est-ce qu'au final, être différent dans le sport, c'est une force ou c'est une faiblesse, qu'on soit femme en situation de handicap ou personne non-voyante, parce que je crois que ton premier client, pour l'anecdote, est une personne non-voyante. Je pense que c'est fondamental d'exprimer sa différence dans le sport. Ça permet aussi de se démarquer de la concurrence. Il y a des footballeurs qui sont peut-être moins bons techniquement, mais meilleurs caractériellement. Et ben voilà, c'est indispensable d'aller affirmer sa différence. Au FCMS, j'ai eu l'occasion de faire travailler sur des projets artistiques à la fois les jeunes du centre de formation, garçons et filles, et les professionnels garçons et filles. Et je dois dire qu'il y a une différence, c'est que les filles sont plus créatives et plus investies dans les projets. En tout cas, de manière générale, de ce que j'ai pu constater. C'était un petit clin d'œil sympa aux filles avec qui j'ai pu travailler l'année dernière, à la fois au FCMS et puis auparavant
au Red Star. Et si je peux me permettre une dernière parole du côté des femmes, n'est-ce pas? C'est ne pas s'invisibiliser. Ne surtout pas penser qu'on vaut moins que d'autres, parce que finalement, homme ou femme, on est humain avant tout. Je pense que tant qu'on sait s'adresser correctement à peu importe qui, on peut aller n'importe où. Tu veux nous dire un mot aussi, Arthur? Eh bien oui, c'est une anecdote. En fait, mon premier client, donc c'était un homme qui est malvoyant. Ses objectifs, en fait, c'était de se mettre à courir et de pouvoir faire à l'avenir une course, donc un trail justement, en forêt. Et donc, c'est une personne qui est plein de volonté, vraiment mentalement, qui est super forte, qui fait déjà du sport d'ailleurs, de la salle, etc., beaucoup de fois par semaine. Elle est capable vraiment de plein de choses. Et c'est vrai que moi, pour une première expérience, c'était un petit peu particulier. Mais finalement, on peut faire comme si on faisait avec quelqu'un de normal, entre guillemets, quoi. Et donc, ouais, c'est vraiment ce partage-là que je trouve très intéressant. Vous êtes d'accord avec ça? L'humain, ça a quelle place dans le monde du sport? C'est énorme. C'est énorme parce que à un moment donné, on est tous faits de sensibilité, de failles et tout ça. Et si on s'amuse à essayer de pas se comprendre, c'est l'anarchie, quoi. Donc, et puis encore plus dans le sport. Je trouve que, voilà, il y a peut-être pas plus efficace que la pratique sportive et la pratique sportive à haut niveau. Pas forcément pour réussir dans le sport, mais pour se construire et réussir en société. J'ai en tête un joueur qui malheureusement n'a pas pu continuer sa carrière alors il était sur le point de signer professionnel pour un problème de genou et il s'est réorienté et avec sa force mentale, il est allé en médecine. Il est en train de terminer son parcours de médecine. Et ça, je pense que cette force de caractère-là et cette détermination, il l'a développée par le sport de haut niveau. Est-ce que la société irait mieux si le sport avait une place plus importante dans nos vies? Alors là, je le demande à des sportifs, mais il y a plein de gens qui ne font pas de sport ou qui ne côtoient pas les milieux sportifs. Moi, je pense pas. Bon, là, on peut parler de l'art, on peut parler du sport, on peut parler de l'informatique, on peut parler de plein de domaines. Je pense que c'est en fait plus enrichissant que d'avoir plusieurs mondes que de normaliser un comportement donné. Parce que quand on normalise quelque chose, on trouve que limite on oublie que c'est important. En revanche, je pense que c'est très important de développer les valeurs de ce domaine-là. Ça permet de faire évoluer les mentalités. Mais justement, on ne pourrait pas avoir des mentalités qui évoluent si la normalisation du sport était là. Intéressant comme angle de vue. C'est vrai que plutôt que normaliser le sport, comme tu peux dire, c'est peut-être normaliser la recherche de l'excellence, en fait. Peu importe le domaine, puisqu'on parlait de l'art, de la danse, du sport, de la musique ou autre chose. C'est peut-être vers ça qu'on doit tendre aussi dans d'autres mondes et sur d'autres sujets. La recherche de l'excellence pour aller chercher ses limites, aller chercher... C'est ça, toujours aller au plus haut. Par rapport au fait de normaliser le sport ou pas, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être bien, puisque moi, par exemple, sur la plupart des clients que j'ai, donc à peu près 50-60%, sont des personnes justement où ça fait longtemps qu'elles n'ont pas fait de sport ou qu'elles n'en ont jamais fait. Des fois, elles se plaignent de douleurs articulaires, musculaires, en se levant le matin, etc. Finalement, d'avoir fait quelques séances avec elles, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus de douleur en se levant. Et c'est déjà une petite victoire pour elles. Donc, ta vision à toi, c'est plus normaliser le sport au maximum pour le bien-être physique déjà de chacun? Voilà, pas forcément dans la performance, comme on a dit tout à l'heure, que certaines personnes aient peut-être plus d'informations, etc. sur les bienfaits que ça pourrait apporter, même en faisant un petit peu tous les jours de la marche ou peu importe. En fait, tu parles pas de normalisation du sport, mais de normalisation d'activité physique journalière. Et en fait, médicalement, ce sont deux termes qui sont différents, parce que le sport est vu comme quelque chose de fait en club, quelque chose d'évolutif sur le plan compétitif, alors que l'activité physique régulière, comme présentée dans les pubs, ça va être la marche, ça va être peut-être le footing du matin. Merci pour cette précision. La parole à Maxime. Je m'y attendais.
Merci beaucoup, Maxime. J'aime notre démarche, fais-le nous savoir, avec un like, un partage et un commentaire. Aide-nous à évoluer et soutiens l'émission. On continue cette émission avec vous trois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Philippe Kowalski, président du comité olympique de de Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Zoé Betts, bonsoir. Bonsoir. Tu es volleyeuse professionnelle au club de Vendôme. Mouraz Kochoyan, champion de France de kickboxing. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand on a échangé pour préparer l'émission. C'est que vous m'avez dit, c'est grâce au sport que vous avez réussi à vous épanouir et à en être là où vous êtes aujourd'hui, depuis tout jeune, quand vous êtes arrivé en tant qu'immigré en France. Oui, alors, français, mais venant d'Allemagne, puisque j'avais un papa qui était militaire de carrière. Et donc, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, dans un petit village du Pas-de-Calais. Et avec le nom que je portais et le fait de venir d'Allemagne, j'étais soit un Bosch, soit un Polac. Et souvent, dans ces cas-là, dans la cour d'école, ce qui fait la différence, c'est le sport. Alors, il se trouve que j'étais plutôt bon et que j'ai été intégré très rapidement. Mais il a fallu effectivement s'imposer. Et c'est aussi ça le sport. C'est aussi à un moment donné, dans une équipe, à la récré, quand on fait le toast pour savoir qui va dans l'équipe 1, dans l'équipe 2, on commence par les meilleurs et après par les plus nuls et on les met dans les buts, les plus nuls la plupart du temps. Zoé, tiens, le poste de la gardienne, j'ai oublié le nom. Libéraux. Libéraux, c'est ça. Zoé Libéraux, Oui, au volley. mais à l'époque, Et elle est excellente puisqu'elle a même été qualifiée pour les championnats d'Europe. là, Zoé, elle fait du haut niveau. À 9 ans à l'école, Voilà. Et dans aussi, les buts si on n'est pas bon. C'est vrai. T'as Ah connu oui. ça aussi. En 1970, le sport professionnel n'existait pas. On était employé par, à l'époque, un chef d'entreprise qui était plus ou moins le sponsor, entre guillemets, du club et qui t'employait et qui te gardait parce que tu étais à l'usine le matin et l'après-midi, tu étais sur le terrain. L'évolution de l'économie du sport, je l'ai vécu en tant que joueur, je l'ai vécu en tant que directeur sportif, en tant que dirigeant de club, lui maintenant comme président du comité olympique. Aujourd'hui, on peut avoir des moyens qui permettent effectivement d'accompagner et je pense qu'il faut beaucoup de distanciation, beaucoup d'expérience pour amener les jeunes et leur donner les clés. C'est-à-dire que moi, à mon âge, j'ai cette distanciation qui permet de se dire « Ouais, tu vas peut-être pouvoir réussir, mais il va falloir que tu changes effectivement peut-être 2-3 trucs, ou que tu t'entoures mieux, ou que tu produises peut-être plus d'efforts. » En tout cas, là, on a autour de la table des personnes qui sont quand même en bonne voie. Comment t'es arrivé à devenir professionnel du volley? Alors, moi j'ai déjà commencé avec ma famille. Mon grand-père était bénévole dans le club quand j'étais toute petite. Donc voilà, j'ai fait des tours de terrain, j'ai rencontré des gens, j'ai essayé. Et j'ai fait toutes mes années dans ce même club. Ensuite, j'ai été aidée avec la structure du CREPS. Et ensuite, je suis revenue en centre de formation à Vendôme. C'est à partir de ce moment-là où vraiment on considère une vraie possibilité d'atteindre le niveau professionnel. Avant ça, c'est léger. Et c'est vraiment on va dire une passion. On a des amis, on aime l'aventure. C'est seulement à partir du centre de formation, on peut essayer de considérer d'atteindre le niveau professionnel ou semi-professionnel. Mais une fois qu'on y est, c'est vrai que c'est assez addictif. Mouraz, tu n'es pas tombé dans la cage du MMA tout petit, mais tu as un sacré parcours aussi. J'ai un grand parcours, moi, d'où je viens. Parce que j'habitais en Géorgie quand j'étais petit. Après, j'habitais en Russie. Et après, pour venir en France, parce qu'il y avait ma famille et on avait des problèmes politiques. Du coup, on a traversé toute l'Europe, on va dire. Il y avait la Biélorussie, Pologne. Je suis resté 6 mois là-bas, parce qu'on n'avait pas les moyens pour venir en France directement. Après, on a traversé en voiture. Mon père, il avait acheté une petite voiture de Pologne jusqu'à Nancy. Quand je suis arrivé, c'était cher déjà la licence. C'était en euros et tout, c'était difficile. Tu m'as dit, tu l'as payé en 2 fois, la licence, 220 €. Ouais, parce que quand on est arrivé, on n'avait pas les moyens. Et mon père, vu que je m'entraînais pas régulièrement en Russie, du coup, il m'a dit, ça sert à quoi on paye. Finalement, si tu vas pas, c'est mieux, on achète quelque chose d'autre. Et quand j'ai gagné mon premier assaut, on a repayé la deuxième fois. Et c'est parti de là. Je fais une quarantaine d'assauts. Tu m'as dit quelque chose aussi que j'ai trouvé intéressant, c'est je n'ai pas de talent.
C'est 1% de talent et 99% de travail, moi je dirais ça comme ça. Ouais, j'ai pas de talent, moi je suis un garçon qui bosse, on va dire, parce qu'il y en a, ils arrivent à la boxe, ils comprennent les choses assez rapidement. Par exemple, moi je dois voir l'exercice, on va dire, plusieurs fois pour apprendre, et d'autres, non. Il suffit de montrer une fois et ça marche, alors qu'avec moi, c'est avec des années de travail. Et puis, il y a un facteur qu'on oublie tout le temps, c'est le facteur chance. Vous êtes d'accord avec ça, Zoé, toi, au-delà du talent et du travail? Tout à fait avec lui sur le fait que c'est beaucoup de travail. Il y a une part de talent, je suis d'accord, parce que tout le monde n'arrive pas à avoir des titres, à avoir un niveau professionnel dans sa discipline, sans avoir à un moment un peu de talent quand même pour la chose. Et donc lui, il a parlé du facteur chance, je rajoute là-dessus les opportunités. Parce que je pense qu'en fonction des générations, des sports et tout, il y a peut-être des athlètes qui n'ont jamais percé, qui n'ont jamais été sous les feux des projecteurs, parce que le même jour, il y en a un autre qui a brillé plus. Ou alors parce que il a rencontré la bonne personne au bon moment, sur le bon tournoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui rentre un peu en compte. On doit trouver les gens là pour bien s'entourer. Si on traîne pas avec des bonnes personnes, on va dire, autour de nous, on va pas avancer. Même si tu travailles 10 heures par jour, mais si t'as pas les bons contacts, on va dire tout simplement, bah tu vas pas aller loin. Moi personnellement, j'étais obligé d'y aller faire un stage à Paris pour 2 jours, me taper, on va dire, excuse-moi de dire ça, dans la gueule, pour avoir un club maintenant, un beau manager. Moi j'ai eu la chance d'être très bien entourée par mes coachs, par mes coéquipières, parce que je pense qu'on n'arrive pas là où on en est sans les autres. Mais oui, il faut du talent, il faut de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Et il y a ce petit truc en plus qui permet d'atteindre les grandes choses, je pense. Ah, complètement d'accord. On a des athlètes qui ont travaillé pendant des années, qui ont été encadrés, suivis. On leur a pris des années de leur vie, parce qu'un athlète de haut niveau, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est soumis. C'est comme s'il avait un bracelet où on doit savoir à tout moment où il est. Parce qu'il y a un contrôle antidopage qui va pouvoir... Il a une hygiène de vie. C'est comme tout dans la vie, un sacrifice, c'est un choix. Nous, c'était dans le sport, on a dû choisir un moment de est-ce qu'on s'engage plus dans cette voie ou non? Est-ce qu'on on s'engage plus dans l'étude, plus dans le sport, plus dans tel club, plus dans tel combat, telle chose? Mais je pense que tout le monde le vit dans d'autres parties de leur vie. On se dit, bah, on sacrifie peut-être un moment, un week-end familial, des vacances, du temps libre, du temps de repos, pour se dire, bah, ça, je parie, je fais le sacrifice, parce que ça me servira. Parce qu'exemple, moi, la boxe ou MMA, c'est pire. Parce qu'on peut pas savoir, on peut prendre un coup de coude quelque chose et ça peut s'arrêter d'un coup. Du coup, moi, c'est pour ça, pour les jeunes qui veulent juste faire 2-3 combats pour eux, moi, je conseille pas. Surtout en MMA. Si c'est vraiment amateur avec des casques, protège tibia, ça s'habille. Mais il y en a, ils veulent faire semi-pro ou quelque chose comme ça. Moi, je conseille pas. En Suisse, c'est pas le même amateur qu'en France. C'est les règles de pro. En Suisse, exemple, dans certains pays. Et du coup, il y avait un ami à moi qui est parti faire un petit combat là-bas. Il y avait des coups de coude autorisés et finalement, il est rentré à l'hôpital. Pendant 1 semaine et demie, il était à l'hôpital. Si on lui parle de sport maintenant, et il est déçu, il ne veut même pas autant de parler de sport. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette mise en garde pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le MMA. Zoé, tu as voyagé dans d'autres pays. Dans le cadre de ta pratique, tu as pu avoir des points de comparaison. Il y a quelques années, on a eu la chance de voyager grâce à une Coupe d'Europe. Cette année, on a fait 3 pays différents en 3 mois. On a vu le volley en Allemagne, en Slovénie et en Pologne. Le volley en France, je sais que ça commence un peu à monter, voilà, ça se médiatise, les gens commencent à apprécier. Le volley féminin reste obscur. Mais on a pu comparer en Allemagne et en Pologne, c'est des vrais sports. La Pologne, le volley, sport national, ils ont des records d'affluence, c'est incroyable. Et de voir des gymnases, des moyens, des coachs, un soutien de la ville, à ce point-là, c'est impressionnant. On sait aussi que, on va dire en Slovénie, quand on y allait, c'était un peu obscur. Enfin, le gymnase, on avait peut-être une centaine de spectateurs. Le gymnase n'était pas ultra bien entretenu. Donc c'est vrai qu'on arrive à voir toute cette différence. On sait qu'on a encore, dans le volley féminin, du chemin à faire pour et rattraper les hommes et rattraper les autres sports. On veut juste une certaine égalité. Et selon toi, ça se joue aussi au niveau du budget? Je pense, oui, 100%. On va dire, gagner notre vie en volley féminin, si on n'est pas au niveau professionnel, c'est très compliqué. Même au niveau professionnel, c'est le temps de la saison. Une fois que la saison est finie, une fois que la carrière est finie, il faut très vite chercher un travail. Chez les hommes, c'est pas toujours le cas. Chez les hommes, il y a un vrai budget, même dans des ligues inférieures. C'est aussi sur la reconnaissance du sport en lui-même. J'espère que dans le futur, avec
à notre petite échelle, sur la ville, on arrive à le faire grandir. On sait qu'on est soutenu de plus en plus. On espère que sur un niveau national, ça va grandir toujours plus et qu'on puisse enfin, quand on arrive à l'âge du centre de formation, ne plus avoir ce gros doute, parce que ça dépend, je pense, du milieu social d'où on vient, du soutien des parents, du soutien des proches, à savoir est-ce qu'on s'engage vraiment dans une vie où on n'est pas sûr. J'espère que ça va évoluer. Dans le monde du MMA, Mouraz, niveau moyens, budget, etc., tu vois les choses comment, toi? Après là, c'est tout récent. Surtout en France, c'est officialisé depuis 2021. Donc ça fait pas très longtemps. En Amérique, exemple en Russie et tout, c'est pas la même chose. Parce que ça fait des années, ça marche là-bas. Exemple en Amérique, j'ai des contacts là-bas, ils vivent vraiment que de ça. C'est pas pareil. Mais en France, ça dépend des villes. Exemple à Lyon, à Paris, c'est pas les mêmes opportunités qu'à Nancy. Je serais resté à Nancy, peut-être j'allais déjà arrêter le sport, on va dire. Vous avez un regard peut-être plus global sur cette question des budgets, notamment concernant le secteur public? On va pas se le cacher, je veux dire, les contraintes budgétaires annoncées depuis quelques mois, la fin des jeux, la baisse des dotations de l'État, la baisse des dotations des collectivités aujourd'hui, ça met très clairement en péril le modèle associatif qui travaille effectivement sur de la subvention et sur de la petite cotisation et de temps en temps sur un peu de sponsoring. Alors la grande mode actuellement, c'est de dire il faut faire du mécénat, mais tout le monde veut faire du mécénat. La culture veut faire du mécénat, les entreprises veulent faire du mécénat, les athlètes individuels veulent faire du mécénat. Donc, on envoie tout le monde dans le mécénat comme si les chefs d'entreprise n'avaient que ça à faire. Il y a un problème sur l'économie du sport en règle générale, c'est-à-dire qu'on a eu une très forte mutation il y a quelques années. Pour aller au très haut niveau, il faut des performances de plus en plus exigeantes avec des moyens de plus en plus forts. On a effectivement un sport à peu près à deux vitesses entre le monde professionnel et puis le monde amateur. Mais le monde amateur fournit le monde professionnel, sans pour autant effectivement avoir, comme dans le foot, la possibilité d'avoir des droits de formation qui viennent abonder le club qu'aurait détecté le joueur. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas dans le volley, alors que ça pourrait être. Zoé, si demain son club arrive à la vendre 50 millions de dollars à un club américain, le club de Vendœuvre touchera pas un centime. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Comment on fait aujourd'hui et comment le mouvement olympique et sportif peut aider les clubs amateurs dans leur structuration, dans leur modèle économique, dans le recrutement de salariés, dans la gestion, dans l'accompagnement des bénévoles, pour qu'on ait effectivement aussi au niveau amateur des gens qui soient des experts de la gestion associative. Le comité olympique que vous présidez propose des dispositifs d'aide au retour à l'emploi par la pratique du sport, c'est-à-dire qu'il y a une vraie utilité sociale derrière, sociétale plutôt. La mesure sociétale d'un mouvement sportif ou olympique, elle se mesurera dans quelques années avec les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas crier au loup, mais on vient de perdre 280 millions de budget au niveau de l'État. On a un budget qui ne pèse même pas 1% du budget de la nation. On est à 0,17%. Et tout à l'heure, on parlait effectivement du rôle sociétal, de l'inclusion, de l'accompagnement, de l'éducation, de la formation, des métiers du sport, de la normalisation de ces métiers. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui. Et ces baisses budgétaires-là, elles ont un impact concrètement pour le comité olympique de Meurthe-et-Moselle par rapport aux personnes que vous employez? Oui, bien sûr. Que vous comptiez employer? Bien sûr, mais bien sûr, parce que dans toute association sportive qui a des salariés, la variable d'ajustement, c'est l'emploi. C'est comme dans une entreprise. Vous avez des commandes, vous avez des marchés, et ainsi de suite, et ben vous pouvez embaucher. Et ça, c'est dramatique, parce que la plupart de nos associations, elles sont gérées par des bénévoles. C'est pas eux qui coûtent cher. C'est eux qui accompagnent effectivement les jeunes dans l'emploi. Donc, bien évidemment, on a un souci. En 4 ans, le comité olympique a accompagné à peu près 120 clubs à la création d'emplois sportifs pour les Jeux olympiques. Je pense qu'on va perdre 90% des postes. Uniquement parce qu'on a un budget qui vient de baisser et que les aides, effectivement, vont diminuer. Et qu'on ne sera pas en capacité de pérenniser des emplois. On voit bien que les moyens, les besoins dans les quartiers prioritaires, dans les zones rurales, les écoles, les collèges, les lycées, les facultés, tout ça, ça a besoin d'encadrement. Et aujourd'hui, on sera peut-être plus en mesure de fournir suffisamment d'encadrement à tous ces gens qui en ont besoin. Et est-ce que ça peut pas ouvrir des nouvelles perspectives d'entrepreneuriat, par exemple? Amadou, tout à l'heure, parlait de la création de son académie. Oui, c'est toute la difficulté. Amadou, il a choisi un modèle privé.
Donc, il a pris le risque, lui, financier, de monter une société privée. Comme Arthur aussi. Comme qui est Arthur, entrepreneur. qui est entrepreneur, il prend son risque. Tu es masseuse entrepreneur aussi? Moi, je suis admiratif qu'il y ait des gens qui misent leur propre argent pour effectivement rendre service à une population en manque à travers effectivement la création de son propre emploi et avec toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire trouver des salles, trouver une clientèle et ainsi de suite. Il vous faut effectivement un réseau, une organisation. C'est quand même effectivement beaucoup plus risqué et ils ont pris ce risque. Moi, j'applaudis. On continue cette émission autour du sport comme vecteur éventuellement d'ascension sociale et professionnelle. Autour de la table, Maxime, champion de France et champion international d'Handyfly. On accueille également Jean-François Stricala, enseignant en management du sport, et Abbas Diabaté, entraîneur d'une équipe de foot masculine ici à Vendeuvre, mais aussi adjoint dans une MJC locale. Donc on parlait tout à l'heure d'éducation. Quel est le rôle de l'éducation ? Là, je rebondis déjà sur l'histoire du budget. On reçoit souvent des stagiaires STAPS qu'on fait travailler comme des vrais salariés, des bénévoles qu'on demande un investissement de dingue, avec ce nouveau public des réseaux sociaux là, qui ont beaucoup d'attentes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils connaissent ce qui se passe en France, ailleurs, dans d'autres villes, et ils sont très exigeants dans ce qu'on peut leur donner. Et donc, de ce fait, quand on veut professionnaliser aussi la prise en charge, ça demande des moyens. On aimerait bien avancer et répondre à l'attente des licenciés. Le sport nous permet d'apprendre à exister. Moi, mon histoire est aussi significative que ça. On arrive du Sénégal en France et au collège, sur les terrains, on joue la cour de récré, on joue au foot et c'est là qu'on se fait des amis, qu'on se trouve un club. On a la chance, en tout cas je trouve, la chance de grandir dans un quartier populaire et de ce fait l'intégration c'est tellement facile. Naturellement, il y a des personnes qu'on suit, peut-être les bonnes, moi j'ai suivi peut-être les bonnes personnes, des bonnes personnes qui nous guident et qui nous montrent les chemins à prendre et finalement on arrive à devenir ce qu'on est parce qu'on a de la chance. On a des parents aussi qui sont derrière nous et qui nous ont inculqué des valeurs. Aujourd'hui, moi, je parle en tant que personne qui doit coordonner un cadre éducatif. Tous les jeunes que j'accompagne, quand je ressens une compétence, très rapidement, je les guide vers un plan de formation ou quelque chose, les conseils. C'est hyper important de les accompagner et d'en faire quelque chose et de faire devenir quelqu'un. En toute humilité, bien sûr, je dis ça. Parce qu'on a souvent tous fait 10 ans, 15 ans de bénévolat et aucune valorisation derrière, pas de diplôme là-dessus. Maxime, par exemple, toi, ça te paraît important, cette notion de guide, d'avoir des personnes qui t'accompagnent? L'importance des professeurs, on en a un autour de cette table, Jean-François Stricala. Tu fais partie de ceux qui auraient aimé être sportifs, mais qui finalement... J'avais, comme tout footballeur gamin, le rêve d'être joueur pro. Donc j'ai fait sport-études. Dans la génération, ça te parlera peut-être, Castain Dutch, Morgan, Colombo, les anciens joueurs du FC Metz. Et donc il y avait, comme maintenant, beaucoup de candidats et peu d'élus. Et c'est pas passé moi, mais c'est pas passé. J'avais une deuxième ambition, c'était d'être prof de PS. Donc je m'étais dit, si le foot ça passe pas, si je peux pas en vivre, au moins que je puisse vivre dans le sport, un plan B, mais dans le sport. Du sport, et si c'est dans la formation, ça me va aussi. J'ai aucun regret, puisque sur les 2 challenges que je m'étais donné, il y en a un qui a réussi. Et puis en commençant en tant que prof de PS dans le secondaire, collège, lycée, dans des zones pas toujours faciles, qui m'ont été très porteuses, parce que j'ai appris plein de choses. Et le sens de l'utilité de notre rôle, nous les profs de PS dans les quartiers, on était très valorisés. Par exemple, on était 5 enseignants, on était tous profs principaux, parce que notre chef d'établissement estimait que c'était nous qui avions la vision la plus complète de nos élèves, parce qu'on les côtoyait, on avait un rapport au corps et à la relation humaine privilégié.
Et donc, il tenait à ce que tous les profs de PS soient profs principal. C'est valorisant en tant que jeune enseignant de se dire, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose et on reconnaît notre compétence. Après, parler des opportunités, il y en a qui sont apparues. On m'a demandé si je voulais rentrer à la fac. J'ai dit oui, puis voilà. Voilà comment je suis arrivé, mais avec les spécialités foot et pédagogie dans un premier temps. Et puis ma curiosité m'a amené à faire de la conduite de projet, à me former par des formations universitaires, enfin bref, et c'est devenu un peu mon dada. Et derrière, j'ai créé, enfin je n'étais pas tout seul, en 2005, la licence en management du sport que j'ai dirigée pendant 5 ans avant de partir 11 ans à la Fédération française du sport universitaire parce que je souhaitais mettre en pratique ce que j'enseignais en théorie. C'est-à-dire mener des projets, mais avec toutes les contraintes et les obstacles qui vont avec, en organisant des championnats, des compètes pour les étudiants. Alors c'est très intéressant parce qu'à vous tous ici réunis, vous représentez tous une forme de modèle de réussite à des endroits très très différents, mais de manière en fait très large dans le secteur du sport. Aujourd'hui, les gens qui sont passionnés de sport, qui voudraient devenir sportifs mais qui sont pas sûrs d'y arriver, en quoi c'est important de les former, comme par exemple sur le management ou la gestion de projet comme tu le fais? Et bien parce que ça ouvre des perspectives d'employabilité au-delà que celles qu'offre le statut de pratiquant. C'est pas offert à tout le monde. Il y a la pyramide qui fait que il y a qu'un certain nombre d'élus. Mais pour autant, quand on a cette passion du sport au sens large, il y a possibilité de se construire un métier autour de cette adhésion, de cette passion à la pratique sportive. Il n'y a pas que la performance. Et donc, il y a ceux qui doivent organiser des compétitions, des championnats, qui manipulent des ressources au sens large, humaines, financières, matérielles, qui planifient des choses, qui distribuent des éducateurs sur des rôles dans des écoles, dans des clubs. Eh bien, les formations en management du sport s'attachent à ça. On apprend à mener des projets, à gérer des conflits, parce qu'il y en a aussi dans le sport, à découvrir et activer des dispositifs apportés par l'État, par les collectivités locales, territoriales, au service d'un public ciblé. Et bien tout ça, ça demande aussi de la ressource humaine compétente. C'est le rôle de cette filière-là. Il y a 3 grands environnements, vous m'avez dit, à transmettre. J'estime que quand on manage, il y a 3 environnements qu'il faut connaître et puis comprendre comment ils s'articulent. C'est l'institutionnel, l'économique et le sportif, évidemment. Parce que vous avez beau être on va dire un organisateur hors pair, si vous ne connaissez pas les spécificités de tel ou tel sport ou de tel ou tel territoire sportif, on ne va pas organiser de la pelote basse comme on fait du ski alpin ou du foot sur Vendôme. Il y a la transmission des savoirs, des connaissances, mais il y a aussi la transmission de la passion. Et là, je pense notamment à Maxime. Maxime a créé une association qui s'appelle Handiskive, qui vise à favoriser le développement de la pratique du parachutisme pour les personnes en situation de handicap moteur. C'est une initiative qui est assez incroyable, au-delà du fait que toi-même tu le pratiques, là, de t'être aventuré dans cette création d'association, enfin c'est une véritable entreprise dans laquelle toi-même tu as développé des compétences telles que Jean-François vient de les citer. Incroyable. Maxime, tu es une personne incroyable et c'est, je pense, un grand bonheur pour nous tous ici ce soir de constater ça et on n'a pas les mots, quoi. Honnêtement, j'ai rarement croisé des étudiants avec une proactivité de ce gabarit-là.
C'est quelqu'un qui anticipe les choses, alors qu'on pourrait penser qu'il est dans une situation qui serait plutôt contraire, qui ralentit. Dans sa tête, il est monstrueux. Il planifie, il est capable de distribuer des ressources quand il les a ou d'aller les chercher quand il les a pas. Et là, malheureusement, il y a une ressource pour l'instant qu'il n'a pas, c'est un emploi. Donc, moi, je profite aussi de ce micro pour inviter des auditeurs qui pourraient proposer à Maxime un mi-temps. Il va vous préparer des projets, il va les anticiper, il va les chiffrer, il va les planifier de manière ultra professionnelle. À noter que l'Agence nationale du sport alloue une aide non négligeable pour l'emploi d'une personne en situation de handicap. C'est Maxime qui m'a donné l'information. Ouais. Au vu de cette association, de tout son parcours, major de promo en licence, etc., il est indéniable que Maxime, il a largement, très très largement les compétences pour travailler dans le secteur du sport. On lance un appel. Philippe, peut-être que toi, tu as un élément de réponse par rapport au fait qu'il n'arrive pas à trouver d'emploi pour le moment, Maxime, alors qu'il y a des aides qui sont dédiées pour ça, et que des entreprises, c'est ce que me disait la maman de Maxime au téléphone, préfèrent voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a le poignet cassé dans l'équipe pour le faire passer sur l'aide du handicap, plutôt que d'embaucher quelqu'un qui a un réel handicap. On a peu de structures accueillantes, parce que aujourd'hui, le métier de Maxime, comme tu l'as dit, c'est plus un agent de développement. Et malheureusement, les postes d'agent de développement et chef de projet sont pas prioritaires, puisque ce qui est prioritaire, c'est la pratique sportive et l'encadrement des pratiques, et les nouveaux emplois socio-sportifs dédiés aux quartiers prioritaires de la ville. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un appel général, quelle que soit la typologie de projet. Il faut peut-être regarder avec les ligues. Il a fait un stage de licence à la Fédération française de parachutisme avec une mission sur justement le handi-para. Il a produit des travaux vraiment qualitatifs. Et derrière, il n'y a pas eu d'exploitation de ces travaux, ni de volonté. Alors, il y a eu après un service civique à la Fédé, mais il n'y a pas eu d'aboutissement sous forme d'emploi. En tout cas, on garde quand même en tête que Maxime a créé sa propre structure pour réaliser son propre stage. Exactement. Donc, je veux dire, ça dit tout. C'est pas courant. Voilà. Mais moi, ce que je propose à Maxime, c'est qu'il m'envoie un CV et on va le faire passer dans tout le réseau des clubs. On a un réseau de clubs ici à l'échelle de la Meurthe-et-Moselle qui est de 1800 associations sportives. Et on pourra le faire passer dans tout le mouvement sportif pour effectivement avoir la possibilité que tu puisses au moins te créer aussi un réseau. Et sous réserve d'avoir l'accord du député Stéphane Ablot et le connaissant, je pense qu'il sera plutôt favorable. On fera un courrier aussi pour appuyer la candidature. On poursuit donc cette émission sur le sport comme vecteur d'ascension sociale et professionnelle avec Abbas Diabaté qui reste parmi nous. Tanguy Bosch, bonsoir. Bonsoir. Tanguy, tu es étudiant. C'est ça, exactement. En commercialisation des produits et services sportifs. C'est ça, voilà. Mohamed Sadani, bienvenue. Merci. Tu es fondateur et président de l'association GARP, qui signifie... Gaming, accompagnement, réseau et parentalité. Très intéressant ton profil, Mohamed. En quoi l'e-sport est un sport? Ça va être tout simplement chercher à progresser dans un jeu vidéo, c'est jeu vidéo compétitif. En fait, la recherche de la performance dans une activité vidéoludique. On peut le voir sur Twitch, sur YouTube. Aujourd'hui, c'est hyper démocratisé en France. C'est un sport parce que ça fait appel à énormément de compétences. Là, pour le coup, pas forcément... physique mais psychique, quoique certaines physiques, quand il s'agit de coordonner les doigts sur le clavier, j'avoue que... Tanguy Akias, tu pratiques l'e-sport, le jeu vidéo? Pas clavier-souris, plutôt manette, même à la manette, c'est galère. Même à la manette, c'est effectivement c'est galère. C'est une question d'analyse et de réflexe en ce qui concerne l'environnement dans lequel on évolue, et tout se fait... à l'instant T, comme le sport en fait finalement, que ce soit sur un match de football, on va analyser une fois qu'on est balle au pied ou pour le basketball, balle à la main. Alors tu vas nous présenter un petit peu plus en détail après l'objet de l'association GARP. Tanguy, toi depuis toujours passionné de sport et de commerce. Et de commerce. Donc moi j'ai pratiqué le sport en club vraiment depuis que je suis tout petit. J'ai fait vraiment plein de sports. Je suis passé par le water polo, la natation, de la boxe française, anglaise. J'ai fait du football américain, du volleyball. Enfin bref, je suis vraiment passé partout.
Et le... Ça se voit un petit peu à travers la chemise. C'est gentil, merci, j'y travaille. En ce moment, je vais un peu à la salle de sport. Mais ouais, et le commerce, en fait, je crois que c'est un goût depuis tout petit. En fait, quand j'allais avec mon papa au magasin, on achetait pas mal de bonbons et je les revendais à l'école. Et donc, aux copains du sport. Voilà, c'est ça, aux copains du sport qui adoraient le sucre. Et donc, en fait, je me faisais mon argent de poche comme ça, quoi. Et donc, voilà, ça a toujours commencé comme ça, des petites mamailles, des petites magouilles. Alors, je précise, Tanguy, que tu es major de promo du premier semestre de ta première année de licence. Hein, voilà, c'est ça. et que actuellement, tu prépares un concours d'éloquence. Oui. Sur le sujet du sport. Et tu m'as dit, ce concours, je compte le gagner. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Je compte le gagner. En fait, je suis quelqu'un qui a du mal avec le fait de perdre. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je serai têtu et si j'ai une idée en tête, je vais poursuivre cette idée. Ça se passera peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le visualise. Moi, j'aime bien cette mentalité-là. En France, on n'a pas l'habitude de parler comme ça. Il sait qu'il va mettre des choses en place pour le faire. Et c'est dans ce sens-là, moi, je suis complètement d'accord. Cette mentalité-là me va bien. Et c'est, comme je dis, c'est l'état d'esprit que j'essaye de mener au quotidien avec les gens autour de moi. Et alors, sur le fait de ne pas aimer perdre dans le domaine de l'e-sport, les jeux vidéo, on imagine bien qu'on gagne pas à chaque fois. Et finalement, ça rejoint un peu ce que dit Abbas. En fait, pas aimer perdre, c'est aussi quelque part se donner les moyens de gagner. En fait, de se donner son maximum, de mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir atteindre son objectif. Et à ne pas confondre avec être mauvais perdant ou ne pas savoir gérer sa frustration. Cette notion de gagner-perdre, j'ai l'impression qu'elle résume bien les deux grands volets de ton association GARF. Accompagner les jeunes à progresser et accompagner les parents pour leur permettre d'accompagner les enfants dans leur relation aux jeux vidéo. Effectivement, donc que ce soit sur la consommation de contenu ou les temps d'écran, je précise, Fortnite c'est un très bon jeu, pas de problème avec ça, mais 2 heures de Fortnite et 2 heures de Zelda, c'est pas les deux mêmes heures. Pour les gens qui n'y connaissent rien, Fortnite c'est de la malbouffe, c'est cheeseburger et compagnie, c'est bien de temps en temps. Et Zelda, c'est plutôt le repas équilibré. Tout dépend le rapport qu'on a justement à la défaite. Si tu ne sais pas gérer ta frustration, les jeux en ligne ne sont pas faits pour toi. On commence un jeu, on est forcément mauvais. Comme quand on commence un sport, on est forcément mauvais. Et il va falloir accepter d'être le plus mauvais à un moment donné, de perdre. Et si ça, on n'est pas capable de l'accepter, en fait, on sera incapable d'évoluer. Ça va générer de la frustration, on va être peut-être plus irritable. Ça se fait à moyen long terme. Ah tiens, il s'énerve peut-être plus vite qu'avant. D'habitude, il s'énervait pas pour ça et aujourd'hui, il s'énerve pour des choses futiles. Les jeux vidéo en ligne, c'est pas en fait fait pour tout le monde. Bon, malheureusement, tout le monde y a accès. Enfin, je dis malheureusement parce que je parle des mauvais joueurs. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on intervient auprès des parents à essayer de les sensibiliser au contenu et surtout au temps d'écran, même vis-à-vis des horaires. Parce que 2 heures de jeu par jour de 18 à 20 heures, ça va, mais de minuit à 2 heures du matin, ça va pas. Pourtant, ça reste 2 heures de jeu. Ça tombe bien, parce que Mohamed, il y a un mois, j'ai fait appel à lui dans le cadre d'un projet avec des ados et ça nous permet de rentrer dans leur monde. C'est une vraie porte d'entrée. En tout cas, c'est une semaine qu'on a passé ensemble avec ces groupes d'ados autour des jeux vidéo, quelque chose qui les passionne. Ça nous a permis d'avoir d'autres leviers aussi. Et c'était une superbe expérience avec leur technicité à son association. La communication, vous le ressentez comme quelque chose d'important aussi, une compétence à développer, que ce soit sur les réseaux ou verbal, non verbal? Oui, complètement. Déjà, pour la première chose, c'est que ça permet de valoriser les personnes, les acteurs, de mettre en lumière des personnes qui sont souvent des bénévoles cachés. Et puis, la communication, c'est pas seulement pour les sponsors pour avoir des sous, mais c'est aussi pour valoriser et mettre en confiance notre public. Je le répète souvent, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont énormément de compétences, qui sont autour de nous, mais soit qui se rendent pas compte, soit qui ont une problématique avec les codes ou avec comment je peux expliquer ça, avec les standards quelque part. Et en général, en les valorisant, en mettant en avant régulièrement, ça leur permet d'être en confiance. Et quand on est en confiance, on est investi, on est régulier, on est performant finalement. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en psychologie du sport, qui est une matière que j'ai, il y a un nom pour cette chose, ça s'appelle l'état de flow, F-L-O-W, et c'est vraiment un état dans lequel on est très bien, et c'est l'état dans lequel on va le plus performer.
c'est-à-dire que ce soit verbalement, sportivement, Artistiquement, oui, c'est journalistiquement, c'est vraiment la performance à son acmé, quoi. C'est un état en fait d'hyperconcentration en fait, dans lequel on fait abstraction en vérité de tout ce qui va être superflu dans notre environnement. Et cet état de flow là, c'est souvent les sportifs de haut niveau, même pas forcément sportifs de haut niveau en vérité, mais ça demande d'avoir un minimum de pratique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un débutant ne pourra jamais être dans un état de flow, peu importe le sport ou le domaine, mais souvent oui comme tu disais, que ce soit dans le domaine de l'art, en général c'est l'art, le sport, la musique. Alors là, on élargit le sport un peu à quelque chose d'artistico-philosophique. Vous avez envie peut-être de prendre la parole? Je prends le débat en cours, mais donc on parlait de l'état de flow. Effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais, ça demande beaucoup de pratique parce que ça demande d'être à l'aise avec ce qu'on est en train de faire et je pense que c'est énormément d'entraînement avant d'arriver à ce moment-là, qui peut être peut-être un état de grâce. On parle d'état de grâce en musique, en danse. Pour ma part, moi, j'ai une pratique très cérébrale de mon art, c'est-à-dire que je conceptualise beaucoup les choses avant de les mettre en place et avant de les réaliser. Il y a cette chose-là aussi de manière cérébrale et dans la réflexion, c'est-à-dire que à un moment donné, on a tellement réfléchi sur le projet qu'on est au moment où on touche vraiment Une sorte de justesse. Exactement, une sorte de justesse du propos, de ce qu'on a envie d'exprimer par rapport à ce qu'on a digéré aussi, et tout ce qu'on a vécu dans notre recherche, dans ce qu'on a lu, dans ce qu'on a vu, dans les discussions qu'on a pu avoir. Donc effectivement, oui, l'état de flow, je pense qu'en fait, il peut exister dans n'importe quel domaine ou n'importe quelle production humaine. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai eu la chance de le vivre à la fois dans le sport et à la fois dans l'art. Dans le sport, quand je faisais du karting, et dans l'art, voilà, au fil de ma carrière. Donc je me sens chanceux de l'avoir vécu de manière différente. Est-ce que ça peut être un objet de création pour toi, par exemple, ce genre de thématique, ou pas du tout, d'aller saisir, je sais pas, chez le footballeur ou chez le sportif, ou cet état de flow? Est-ce que ça peut être une matière intéressante ou... Bien sûr, parce que on disait tout à l'heure que mon sujet principal de réflexion, c'est aussi la construction de soi. Donc évidemment, peut-être que l'état de flow, c'est l'aboutissement de la construction de soi. Ou l'alignement peut-être avec soi, tout simplement. Bien sûr, oui, ça peut être ça. Ça peut être un but. Et on parle de but dans le sport, on parle de but dans la vie. Donc effectivement, c'est une quête. C'est une quête et c'est un point de construction qui est très important. En tout cas, dans ton parcours, j'ai l'impression que le sport, le foot en l'occurrence, t'as ouvert des champs quand même, des portes pour pénétrer dans des lieux ou être au contact de personnes avec qui tu n'aurais peut-être pas forcément eu de possibilité si tu n'étais pas artiste et que tu proposais des résidences ou des projets comme ceux que tu fais. Et il me semble, toi, Mohamed, que tu m'as dit aussi que ça t'a ouvert pas mal de portes, le fait de créer cette association. Ouais, déjà au niveau professionnel, tu apprends à faire pas mal de choses quand tu crées une association, que ce soit de la rédaction de projet ou autre. Et puis même, en fait, de par les rencontres, finalement, on va être amené à faire avec l'association. Est-ce que tu peux développer un peu les compétences, par exemple, que ça t'a permis de développer? Donc, dans un premier temps, gestion de l'équipe, gestion du stress, gestion des imprévus, tout ce qui est création et gestion de projet dans l'ensemble. Et au-delà de ça, ça va demander aussi des compétences de communication. Voilà, savoir parler en fonction de l'interlocuteur que j'ai en face de moi, je vais devoir aussi m'adapter, pas forcément, pas que dans le discours, mais même pas que dans le fond, mais même aussi dans la forme. Tout ce qui va être lié aussi à tout ce qui est neurosciences ou neuropsycho finalement, tout ce qui est lié au fonctionnement du cerveau dans le cadre en fait de nos activités, de nos interventions. Voilà, donc après même la prise de parole, tu vois. L'éloquence, c'est notamment le concours. Je suis pas au niveau de ton vie quand même, faut. Non, pas du tout. Tu peux nous parler un petit peu de ce concours d'éloquence? C'est un oral qui va durer entre 7 et 10 minutes. C'est vraiment mettre l'accent sur le sport et ce que ça apporte dans la vie. Au final, c'est vraiment en rapport avec la radio de ce soir. J'aimerais aborder le sport sous toutes ses formes, c'est-à-dire le sport social, le sport professionnel, le sport addictif, comme la bigorexie par exemple, ou le sport comme exutoire dans la vie, et en faire quelque chose d'humoristique,
parce que c'est une de mes qualités, mais rester quand même sur quelque chose de concret, vraiment une base concrète du sport en général, de ce qu'il peut apporter et de comment on peut évoluer avec le sport. Tu m'as l'air quand même hyper bien parti pour le concours. Ça va, c'est oui. riche et c'est super intéressant. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Est-ce que Skender a envie de nous faire une petite impro philosophique? Moi, j'ai trouvé vraiment cette soirée très très intéressante sur de nombreux points. Dans le sport, on pense tout de suite à l'excellence, à l'ascension, à la réussite, à la victoire, à éviter la défaite. Et c'est vrai que on a parlé d'art aussi. Je crois que c'était Nietzsche, mais qui disait que le chef-d'œuvre, c'est le moins médiocre. C'est ce dont on n'est pas forcément le plus fier, mais en même temps, c'est une œuvre qui, à nos yeux, reflète le mieux nos limites. C'est-à-dire là où on a poussé autant que possible le maximum de notre être et de notre vitalité pour réaliser en fait cette œuvre. Et c'est peut-être aussi pourquoi on a toujours envie de se surpasser, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours le sentiment que quand on finit quelque chose, d'une certaine façon, on doit l'abandonner parce que on n'a pas vraiment trouvé l'idéal, la perfection qu'on voulait atteindre, et peut-être qu'il n'y en avait pas en fait, et que on n'échoue pas vraiment, on a fait quelque chose même quand on l'a essayé. Donc on peut être en compétition avec les autres, dans un championnat, dans l'e-sport, mais finalement dans cette idée-là, on est d'abord en compétition avec soi-même. L'idée c'est pas juste de gagner quelque chose d'extérieur, un trophée, une médaille, de l'argent, mais c'est peut-être d'abord de pouvoir accueillir ses propres limites, ses propres angles morts, défaites, d'en faire une qualité parce qu'on a réussi à faire quelque chose malgré ses limites. Merci beaucoup Skender. Merci beaucoup à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour votre participation à cette émission ce soir. Vous l'avez vraiment rendue très riche. Et je voulais juste faire un petit rappel en conclusion. Quand on parle de sport, on ne parle pas uniquement de performance, c'est important de le dire. C'est avant tout une activité physique et sportive qui a un impact positif sur la santé, on l'a dit, une source de bien-être psychologique et aussi un moyen de s'épanouir au niveau social. Donc voilà, quand on parle de sport, il faut pas avoir peur, c'est pas juste une question de performance. L'important, c'est juste de bouger. Voilà. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes présentes, bien sûr, mais aussi et surtout Stéphane Ablot, donc le député de Meurthe-et-Moselle, qui rend possible ces émissions de démocratie participative. Un grand merci également à Adriana et à Flavie qui m'ont assisté de A à Z à la production de cette émission. Pour finir, je vous propose en images de faire le grand saut comme Maxime l'a fait lors notamment du Handyfly International Challenge. Et là, vraiment, ces images nous montrent à quel point tout est possible. Encore bravo, merci. Merci beaucoup Maxime, c'était une chance énorme de t'avoir avec nous ce soir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Tu aimes notre démarche? Fais-le nous savoir avec un like, un partage et un commentaire. Aide-nous à évoluer et soutiens l'émission.